Eh bien, pour cette seconde séance du séminaire, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nathalie Mauriac-Dier, qui est directrice de recherche au CNRS, qui est responsable de l'équipe Proust de l'ITEM, Institut des textes et manuscrits modernes, équipe qui est rattachée au CNRS et à l'École normale supérieure. Et Nathalie est aussi en charge du bulletin d'information proustienne depuis de nombreuses années maintenant. Ce bulletin d'information proustienne où beaucoup des recherches sur les manuscrits de Proust se trouvent publiées et que je vous recommande vivement. Elle connaît bien sûr très bien Proust, sur qui elle travaille depuis de nombreuses années. Elle a commencé par une édition d'Albertine disparue qui a fait du bruit en 1987, puisqu'elle était publiée en même temps que l'édition que nous faisions dans la Pléiade, et qu'elle prenait un tout autre parti en raison d'une dactylographie corrigée très différente qui avait été retrouvée par son père, Claude Mauriac, dans les archives familiales venant de sa grand-mère, Suzy Mande Proust, nièce de Marcel Proust et fille du docteur Robert Proust. Bref, c'est un travail qui a fait beaucoup de bruit et qui a beaucoup dérangé ceux qui venaient de publier l'édition d'Albertine disparue dans la Pléiade. Bon, depuis, elle a beaucoup travaillé donc sur les éditions de Proust. Elle a publié un ouvrage de synthèse intitulé Proust inachevé, le dossier Albertine disparue. Et puis, au cours des dernières années, elle a lancé ce gigantesque projet d'édition diplomatique des 75 cahiers manuscrits de Proust qui sont déposés à la Bibliothèque nationale. Et je le répète, que vous pouvez consulter sur Gallica. Tout ce que je vous montre, ça vient de Gallica. Vous pouvez aller les vérifier tout ce que nous disons sur ces manuscrits, très, très facile à déchiffrer sur écran bien éclairé aujourd'hui. Donc, nous avons commencé, mais c'est surtout elle, cette édition des 75 cahiers. Il y en a 6 qui ont paru depuis 2008, 6 en 10 ans. 610 ans, donc nous aurons bientôt fini pour les suivants. Je vous invite aussi à consulter ces très belles éditions, donc éditions diplomatiques, et accompagnées d'un volume avec le cahier en facsimilé. Parmi ces interventions récentes, il y a un volume que nous avons fait ensemble, Swann, du côté de chez Swann, ou le cosmopolitisme d'un roman français, publié chez Champion en 2016, et beaucoup d'autres volumes collectifs. Son titre ce soir, c'est « Des tentatives du même genre ». Comme elle a mis 2 séries de guillemets, ça veut dire que c'est une citation de Proust. Ceux qui connaissent bien leur recherche du temps perdu, j'imagine tout le monde ici, vous aurez reconnu la page où figure cette citation, j'imagine. Mais je pense que Nathalie nous le précisera. Vous avez la parole. Merci, cher Antoine Compagnon, et cette présentation trop généreuse et de cette invitation qui m'honore énormément. Donc, comme vous le voyez, j'ai ajouté un sous-titre à mon titre, Turner chez Poussin. Il y a un peu plus d'1 an, le domaine de Chantilly organisait, sous le commissariat de Pierre Rosenberg, une exposition autour du chef-d'œuvre de Nicolas Poussin, Le Massacre des Innocents.
À cette occasion, la conservatrice Madame Nicole Garnier-Pell consultait divers proustiens. Que savait-on de Proust et Poussin? Et l'auteur de la recherche avait-il écrit au sujet du massacre des Innocents? Donc, les proustiens ont été consultés par le domaine de Chantilly à propos d'une exposition sur le massacre des Innocents pour savoir s'il y avait du nouveau sur Proust et Poussin. Et j'ai fait une brève enquête qui n'a ramené pas grand-chose, rien de neuf en tout cas. Non, Proust avait très peu parlé de Poussin. Mais dans cette petite enquête, je suis tout de même tombée sur une toile qui, à ma grande surprise, m'a paru soudain éclairer un coin du texte. Un coin du texte qui était toujours resté obscur. Car si Proust a peu parlé de Poussin, il en a parlé tout de même, et parfois de manière très énigmatique, comme lorsqu'il fait dire au narrateur de Sodome et Gomorrhe, je cite, « Il y a des morceaux de Turner dans l'œuvre de Poussin ». C'est ce qu'il appelle ailleurs, à propos de phénomènes analogues chez d'autres artistes, des tentatives du même genre, des efforts d'art qui se ressemblent. Dans la recherche, cette réflexion diffuse sur l'art comme essai constitue en soi un essai du narrateur. Mais avant d'essayer d'éclairer devant vous cet essai aussi bref qu'énigmatique, il y a des morceaux de Turner dans l'œuvre de Poussin. Avant de me demander pourquoi Proust rapproche l'un des peintres qu'il a le plus aimé, Turner, d'un des peintres qui semble l'avoir le moins touché, Poussin, je voudrais m'interroger sur cette pour nous curieuse absence, quasi-absence plutôt, de Poussin dans l'œuvre de Proust. Pourquoi Proust, qui a écrit sur tant de peintres, est-il en quelque sorte passé à côté de Poussin, et que dit-il de lui dans la recherche? Nicolas Poussin, né en 1594 aux Andelys en Normandie, mort en 1665 à Rome, le plus français des peintres romains ou le plus romain des peintres français, comme disait l'ami de Proust, Jean-Louis Vaudoyer, car il vécut près de 40 ans à Rome. Le Poussin, comme on l'appelait parfois encore du temps de Proust, c'est le point aveugle des recherches sur Proust et la peinture. Même dans la somme de Kazuyoshi Yoshikawa, Proust et l'art pictural, il ne donne lieu, malgré son immense importance dans l'histoire de l'art occidental, qu'à une mention furtive. La chose s'explique par sa présence fort discrète dans l'œuvre proustienne. Poussin est tout à fait absent des Plaisirs et les jours et de Jean Santeuil. Pourtant, le jeune Proust n'a pas été avare d'écrits sur l'art, même si tous, sauf les brefs portraits de peintres, ont été laissés inachevés, comme l'essai sur Vermeer de Charles Swann, et sont demeurés dans ses papiers. On n'en a pris connaissance qu'en 1954, quand Bernard de Fallois les a publiés sous le titre Nouveau mélange à la suite de son Contre Sainte-Beuve. Proust en a exploité la plupart dans la recherche, où ils ont été disséminés, souvent pour alimenter l'œuvre du peintre fictif Elstir. Mais de Poussin, point. Quand en 1895, Proust cherche à faire publier une petite étude de philosophie de l'art, pour mettre à l'honneur un peintre du Louvre, c'est Chardin qu'il choisit, et ce sera à un autre moment Watteau. Quand il écrit sur un peintre du grand siècle, il préfère à Poussin son exact contemporain Rembrandt. Il faut dire qu'alors au Louvre, la quarantaine de toiles de Poussin est répartie dans la grande salle Mollien qui réunit la peinture française du XVIIe siècle, alors que les 20 toiles qui sont alors attribuées à Rembrandt sont exposées dans 2 petites salles à son nom. Poussin est donc moins immédiatement visible, mais Proust semble de toute façon préférer pour cette époque à la peinture hollandaise et flamande à la peinture française. Quand il commence à épiloguer sur l'allégorie en peinture, il choisit pour ce faire l'œuvre de Gustave Moreau, qu'il rapprochera plus tard, dans les brouillons de la recherche, de celle d'un autre allégoriste, Giotto. Quand il s'intéresse à un grand coloriste, c'est Monet, et ses paysagistes de prédilection seront plutôt Monet encore, Corot, Millet et bien sûr Turner. Circonstance aggravante, comme l'avait établi Antoine Compagnon, Proust a très peu fréquenté le Louvre. Mais il est d'autant moins étonnant qu'il méconnaisse Poussin que son époque aussi l'a oublié. Son retour sur le devant de la scène au tournant du XXe siècle, comme dit un chroniqueur, comme la plus haute expression du génie national français, est un des aspects de la réaction néoclassique au symbolisme et au décadentisme, que reflète aussi l'intérêt renouvelé pour la musique de Rameau ou le théâtre de Racine. On en trouve d'abord des traces dans la littérature de la droite réactionnaire et nationaliste, sous la plume de Charles Maurras et d'Adrien Mitoire, qui se disputent Poussin dans un échange de lettres ouvertes en 1902 et 1903 dans la Gazette de France et l'Occident. L'Occident, la revue de Mitoire, publie son Du héros chez Poussin en 1902, en 1903 la première traduction française de la vie de Poussin par Bellori,
et se félicite l'année suivante. Qui le croirait? Poussin commence à redevenir à la mode. En traversant la salle du Louvre, jadis déserte, où se trouvent ses tableaux, il n'est pas rare de voir plusieurs jeunes gens ou jeunes filles copier soit ses bacchanales, soit ses nobles paysages classiques. Une élite d'écrivains et d'artistes, soucieuse de se rattacher à la meilleure tradition française, a pris pour maître cet harmonieux et sévère génie. Poussin, mieux que les peintres modernes, aima et comprit la nature, mais il ne perdit pas son temps à se laisser griser grossièrement par chacun de ses innombrables aspects. Parmi cette élite d'artistes qui vénère Poussin, le peintre Maurice Denis, auquel Proust fait allusion un an plus tard Sur la lecture, quand il écrit que le public va aux expositions de M. Vuillard et de M. Maurice Denis, cependant que ceux-ci vont au Louvre. Poussin n'est pas mentionné, mais peut-être sous-entendu. Peu avant, apparut chez l'éditeur Laurence, dans une des collections fétiches de Proust, celle des grands artistes, la biographie critique du peintre publiée par Paul Desjardins. Peut-être Proust ne l'a-t-il pas lu dès sa sortie en 1904, car il n'en fait l'éloge qu'en 1907, dans son compte-rendu de Gainsborough de Gabriel Mouret dans la même collection. Le Poussin de Desjardins est, dit-il, d'une véritable et puissante originalité. Desjardins publie la même année la méthode des classiques français, qui comprend 3 essais sur Corneille, Poussin et Pascal, que Proust parcourt également. À cause de la personnalité de Paul Desjardins, fondateur de l'Union pour l'action morale et Dreyfusard, ces ouvrages préfigurent un infléchissement de la réception critique de Poussin, et cela agace le même chroniqueur de l'Occident. Le besoin d'une discipline, d'un retour à la robuste santé intellectuelle de nos maîtres français du XVIIe siècle est tel que M. Paul Desjardins lui-même vient d'écrire une biographie critique du Poussin. Sans doute on retrouve dans cette brochure quelques traces fâcheuses de la médiocre philosophie morale et mondaine dont M. Desjardins fut l'apôtre sentimental et chéri. On se souvient que c'est un modèle de Legrandin, mais l'ensemble des idées reste satisfaisant. Certaines réflexions sur l'art classique et sur la forte et féconde méthode de travail du Poussin nous paraissent même assez heureuses, etc. Les extraits de Ruskin qu'avait publié le Bulletin pour l'action morale de Paul Desjardins à partir de 1893 avaient attiré l'attention de Proust sur l'esthéticien anglais. Peut-on accorder à Desjardins un nouveau rôle d'intercesseur en 1904, cette fois pour animer ou ranimer chez Proust la curiosité à l'égard de Poussin? On verra en tout cas qu'il l'a bien lu. Mais Proust ne se rend pas au Louvre, même en 1911, pour admirer l'inspiration du poète qui vient d'y entrer. Il n'est vraisemblable qu'il ne lit pas l'étude Poussin et la peinture contemporaine que publie en 1912 Jacques Rivière, tout simplement parce qu'elle ne paraît pas dans la NRF, mais dans la revue L'Art décoratif. Il aurait vu que Rivière citait et utilisait abondamment l'étude de Desjardins et esquissait une filiation entre Poussin et Cézanne ou Maurice Denis. Échappe aussi certainement à Proust un luxueux in-folio à la fois biographie, étude des œuvres et premier catalogue raisonné du Poussin, inférieur au catalogue allemand contemporain apparemment, qui est publié en 1914 par l'historien d'art Émile Magne, à ne pas confondre avec Émile Malle. Mais après la guerre, Proust fait partie de la trentaine de critiques d'écrivains et d'artistes que son ami Jean-Louis Vaudoyer interroge pour l'hebdomadaire L'Opinion. Il s'agit d'imaginer une tribune française au Louvre en pendant à la tribune des chefs-d'œuvre italiens et de proposer 8 tableaux français. On est un peu déçu à la suite d'Antoine Compagnon dans son Proust au musée, mais pas surpris de ne trouver aucune toile de Poussin dans le choix de Proust. Cette absence est d'autant plus frappante que c'est justement Poussin qui emporte le plus de suffrages auprès de la trentaine de peintres et d'écrivains consultés. Les goûts de Proust sur ce point semblent donc aller à contre-courant de ceux de ses confrères, même s'il les rejoint sur le second du podium, Watteau. On se demande ce que Proust a pu penser en lisant dans les résultats de l'Opinion, intégralement livré par Vaudoyer, ce jugement de Gide, futur auteur d'une préface sur Poussin. À tout esprit français qui ne se réclame pas du Poussin, je crois qu'il manque quelque chose. En décembre 1920, Vaudoyer livrera dans l'Opinion, et je remercie infiniment Jessica Desclos de m'avoir communiqué cet article, il livrera dans l'Opinion un vibrant éloge du nouvel accrochage de la salle du Grand Siècle au Louvre, centrant en ce lendemain de guerre presque tout son propos sur Poussin et la place suréminente de son génie dans la peinture nationale. Mais cela n'a pas suffi, car comme on sait, ce n'est pas pour visiter cette salle du Louvre que Proust ira une dernière fois au musée avec Jean-Louis Vaudoyer quelques mois plus tard. J'en viens à la recherche,
où Poussin figure tout de même à 4 reprises. D'abord dans Swann, quand le héros aux Champs-Élysées entend pour la première fois crier le nom de Gilberte. Ce nom de Gilberte passa près de moi, formant, passager céleste au milieu des enfants et des bonnes, un petit nuage d'une couleur précieuse, pareil à celui qui, bombé au-dessus d'un beau jardin du Poussin, reflète minutieusement comme un nuage d'opéra plein de chevaux et de chars, quelque apparition de la vie des dieux, jetant enfin sur cette herbe pelée, à l'endroit où elle était un morceau à la fois de pelouse flétrie et un moment de l'après-midi, une petite bande merveilleuse et couleur d'héliotrope. Selon la note de la Pléiade, Paul Desjardins compare, en effet, dans son essai de 1904, à la dernière page de son livre, un tableau de Poussin à un opéra. Je ne peux, écrit Desjardins, regarder le triomphe de Flore sans penser à un opéra de Rameau. Voici ce tableau qui, au passage, a obtenu le plus de suffrages dans l'enquête de 1920, ce qui nous paraît aujourd'hui un peu surprenant, notamment les suffrages de Gide, Jacques-Émile Blanche, Giraudoux, Daniel Lévy, Maurice Denis et André Lotte. Et vous voyez que son ciel ne répond absolument pas à la description de Proust. En effet, car le tableau auquel Proust renvoie, c'est un autre Poussin, au titre et au thème très proches, L'Empire de Flore, conservé à Dresde et qui est reproduit dans le petit ouvrage de Desjardins. Bien que la reproduction ne soit pas très bonne, on y reconnaît bien ce nuage surmonté du char d'Apollon. Et donc, Proust a condensé en fait 2 souvenirs de lecture du petit livre de Desjardins. Et je n'exclus pas que la tournure dans la phrase de la recherche d'un beau jardin du Poussin ne soit une allusion humoristique au nom de l'essayiste. Plus sérieuse à tout point de vue, plus grave est la deuxième occurrence dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui se passe peu après l'apparition de M. de Charlus à Balbec et qui intervient dans sa première tirade anti-juive. Il raconta qu'une demeure qui avait appartenu à sa famille, où Marie-Antoinette avait couché, dont le parc était de Lenôtre, appartenait maintenant au riche financier Israël qui l'avait acheté. Imaginez-vous, reprit-il, que ces gens ont commencé par détruire le parc de Lenôtre, ce qui est aussi coupable que de lacérer un tableau de Poussin. Pour cela, ces Israëls devraient être en prison. Lenôtre et Poussin terminent assez naturellement un tour du grand siècle, puisque Charlus vient de disserter sur Madame de Sévigné, La Fontaine, La Bruyère et Racine. Mais Proust recycle ici discrètement un fait divers. En 1907, un individu avait lacéré un des plus beaux Poussins du Louvre, Le Déluge, et c'était le début en fait d'une véritable épidémie, puisque ce que la presse appela une épidémie de vandalisme, puisque 2 autres toiles furent attaquées au Louvre cet été-là, une d'un paysagiste flamand et une d'Ingres en septembre. Et Proust a d'autant moins pu manquer la chose que le Figaro en parlait encore en première page au mois de novembre, le jour même de la parution d'Impressions de route en automobile. Mais placé dans la bouche de M. de Charlus, ces actes de vandalisme, réels ou supposés exercés par les Juifs contre le nôtre ou contre Poussin, prennent une signification bien sûr particulière. Le verbe lacérer que Proust reprend le traduit assez, il se charge pour lui d'érotisme, un érotisme biface où l'agressivité contre les prétendus sadiques se mêle un désir secret. Et la suite du roman montrera assez d'exemples. En tout cas, Poussin semble pris dans un fantasme où idolâtrie et destruction sont les 2 faces d'une même médaille. Quant à l'association du peintre à l'antisémitisme, sinon l'antijudaïsme du baron, elle ne surprend pas, étant donné le premier contexte du revival de Poussin. Mais il fait sens aussi dans le contexte immédiat. Les goûts grand siècle de M. de Charlus ont été opposés quelques pages plus haut dans le roman à ceux de son neveu Saint-Loup. Charlus, je cite, avait fait transporter chez lui une grande partie des admirables boiseries de l'hôtel de Guermantes au lieu de les échanger comme son neveu contre un mobilier moderne style. Il ne s'agit pas d'une simple opposition de génération entre l'oncle et le neveu, comme l'a montré Sophie Bache dans son ouvrage Rastaquarium, Proust et le moderne style. Le moderne style est ici un indicateur du dreyfusisme de Saint-Loup. Et on peut ajouter, comme le goût de Poussin est fort compatible avec l'antidreyfusisme du baron. En 1913, la même opposition exactement se faisait jour sur la plume de l'antidreyfusard Jacques-Émile Blanche dans un article de la Revue de Paris qui serait repris en 1919 dans Propos de peintre, préfacé par Proust. Blanche ironisait aux dépens d'un peintre post-impressionniste qui en tenait pour le moderne style autant qu'il détestait la grande peinture classique.
symbolisé par la copie de l'enlèvement des Sabines de Poussin, exécutée par Degas et alors conservée chez Henri Roire. C'est ce passage que Proust se fait un malin plaisir de recopier dans sa préface à propos de peintre en 1919, en suggérant que sa préférence va à la facture crayeuse des impressionnistes, comprendre au Dreyfusard Monet plutôt qu'au couple Poussin-Degas. Poussin sert donc encore de mot de passe à la réaction. Troisième mention de Poussin de la Recherche, qui intervient pendant le second séjour à Balbec à la Raspelière chez les Verdurins, où nous allons retrouver Degas. Au héros qui dit à la jeune Madame de Cambremer que si elle était venue la veille à la même heure, c'est une lumière du Poussin qu'elle eût pu admirer, la jeune avant-gardiste snob qui ne jure que par Monet, Degas, Manet, rétorque que Poussin est un vieux poncif sans talent et le plus barbifiant des raseurs. Le héros use alors d'un stratagème. Mais, lui dis-je, sentant que la seule manière de réhabiliter Poussin aux yeux de Madame de Cambremer, c'était d'apprendre à celle-ci qu'il était redevenu à la mode, M. Degas assure qu'il ne connaît rien de plus beau que les Poussins de Chantilly. « Ouais, je ne connais pas ceux de Chantilly, » me dit Madame de Cambremer, qui ne voulait pas être d'un autre avis que Degas. Mais je peux parler de ceux du Louvre qui sont des horreurs. Il les admire aussi énormément. Il faudra que je les revoie. Tout cela est un peu ancien dans ma tête, répondit-elle après un instant de silence, et comme si le jugement favorable qu'elle allait certainement bientôt porter sur Poussin devait dépendre, non de la nouvelle que je venais de lui communiquer, mais de l'examen supplémentaire, et cette fois définitif, qu'elle comptait faire subir au Poussin du Louvre pour avoir la faculté de se déjuger. En relisant ce passage, on se demande tout de même qui est le plus snob des deux, de la provinciale qui a toujours peur d'être en retard d'un train ou du jeune redresseur de tort vraiment au courant. Branché, Henri t'ont dit il y a encore peu. J'en arrive à la fin de la recherche, puisqu'on a avec ces trois passages de Swann, des jeunes filles et de Sodome, l'esquisse d'une réflexion, non pas d'un essai, moins sur Poussin que sur la réception de Poussin, qu'il appartient au lecteur de compléter. On n'y voit donc guère de toile de Poussin, mais plutôt les usages qu'on a fait d'elle, imaginaire dans Swann, pervers dans les jeunes filles, snob et mondain dans Sodome et Gomorrhe. Proust témoigne moins d'une connaissance même superficielle de l'œuvre de Poussin que d'une familiarité avec ses différents amateurs et d'une vive conscience des arrière-plans idéologiques douteux qui ont entouré la renaissance de l'intérêt pour le peintre. Degas, lui-même violemment anti-Dreyfusard, sert de transition avant d'aborder la réception d'un autre artiste qui prend ici le masque du narrateur, Proust. Car j'en arrive enfin au cœur de mon sujet, après cette longue introduction. Car où se situe Proust dans ce défilé de positions et de postures? Voyons le quatrième et dernier passage qui se trouve 3 pages seulement après la satire du snobisme de Madame de Cambremer, donc juste après. Cette fois, c'est le narrateur qui prend la parole. Et c'est alors que commence l'énonciation essayiste. Il fait remarquer que, comme à la bourse, la cote des artistes varie, qu'elle fluctue et que les dédaignés finissent par remonter. Souvent, c'était parce qu'un maître, quel qu'il soit, si exclusive que doit être son école, juge d'un sentiment original, rend justice au talent partout où il se trouve. D'autres fois, parce que certains artistes d'une autre époque ont, dans un simple morceau, réalisé quelque chose qui ressemble à ce que le maître, peu à peu, s'est rendu compte que lui-même avait voulu faire. Alors, il voit en cet ancien comme un précurseur. Il aime chez lui, sous une autre forme, un effort momentanément, partiellement fraternel. Il y a des morceaux de Turner dans l'œuvre de Poussin, une phrase de Flaubert dans Montesquieu. Il y a des morceaux de Turner dans l'œuvre de Poussin. Voilà donc le dernier mot remarquable de l'essai en pointillé dispersé sur la réception de Poussin. En 1954, dans la préface au Nouveau Mélange qui suivait Contre Sainte-Beuve et qui n'a jamais été réédité, Bernard de Fallois disait des textes inédits tirés des papiers de Proust qu'il publiait, notes assez brèves, éclair plutôt qu'essai critique. Cette brillante formule éclair plutôt qu'essai mettait l'accent sur l'inachèvement, à contrario de ce que le terme essai, si on pense à son usage en philosophie, par exemple, pourrait avoir de trop méthodique et d'abouti. La formule suggérait la rapidité de l'écriture, son côté presque un peu cavalier parfois. Proust écrivait au galop, disait Barthes, et évoquait aussi une pensée fulgurante. La phrase « Il y a des morceaux de Turner dans l'œuvre de Poussin »
me semble un de ces essais éclairs, ou éclairs d'essai. Il est difficile de dater ce texte qui apparaît sur une paperole, mais il n'est certainement pas antérieur à 1916 et il est publié en 1922. Or, Proust avait formulé l'idée très tôt, en 1909, dans un cahier de Contre-Sainte-Beuve, le cahier 4. Tandis que, guidés par notre instinct intérieur, nous volons de l'avant et suivons notre voie, par moments, quand nous jetons les yeux de droite et de gauche sur l'œuvre nouvelle de Francis Jammes ou de Maeterlinck, sur une page que nous ne connaissons pas, de Joubert ou d'Emerson, les réminiscences anticipées que nous y trouvons de la même idée, du même effort d'art, que nous exprimons en ce moment, nous font plaisir comme d'admirables poteaux indicateurs qui nous montrent que nous ne nous sommes pas trompés. Et il faut encore rapprocher le passage de celui-ci dans Guermantes 2, les gens qui détestaient ces horreurs, les toiles d'Elstir, s'étonnaient qu'Elstir admirât Chardin, Perronneau, tant de peintres que les gens du monde aimaient. Ils ne se rendaient pas compte qu'Elstir avait pour son compte refait devant le réel le même effort qu'un Chardin ou un Perronneau et qu'en conséquence, quand il cessait de travailler pour lui-même, il admirait en eux des tentatives du même genre, des sortes de fragments anticipés d'œuvres de lui. Tentatives du même genre, même effort d'art, effort momentanément fraternel, partiellement fraternel, réminiscence anticipée, sorte de fragments anticipés, précurseurs. Comme très souvent chez Proust, on trouve à différentes époques la réitération de formules très proches, mais dans des contextes différents et avec des résonances autres. Proust essaye la même idée, sous différentes formes. À un moment, j'avais pensé faire mon exposé entièrement sur les essayages de Proust, et puis j'ai renoncé. Dans le cahier de Contre-Sainte-Beuve, vous voyez que le nous de vérité générale du critique masque mal le jeu de l'expérience personnelle et de l'autobiographie. Dans Guermantes, Proust s'abrite derrière le peintre fictif, mais la démonstration est un peu abstraite et un peu désincarnée et inaboutie, et elle se mord la queue, puisque Chardin est précisément un des modèles d'Elstir. Et donc pas très étonnant qu'il se reconnaisse en lui. Le développement de Sodome et Gomorrhe paraît le plus abouti, le plus essayiste, dans la mesure où il se détache à la fois de l'autobiographie et de la fiction et prend la forme d'une affirmation qui se veut souveraine, comme si ce qui était énoncé était un simple fait incontestable. Il y a des morceaux de Turner dans l'œuvre de Poussin. Or, cette phrase bien balancée dissimule une dissymétrie. En effet, la phrase de Montesquieu en question est bien connue, parce que Proust l'a citée et commentée 2 ans plus tôt dans un propos du style de Flaubert dans la NRF, et qu'elle hante plus ou moins sa correspondance et d'autres brouillons sur Flaubert. La voici cette phrase: « Les vices d'Alexandre étaient extrêmes comme ses vertus, il était terrible dans la colère, elle le rendait cruel. » Mais ce qui est amusant, c'est qu'il n'a indiqué nulle part que cette phrase, il l'avait empruntée à la correspondance de Flaubert à George Sand. Mais autant nous pouvons satisfaire notre curiosité sur la nature de la réminiscence anticipée de Flaubert chez Montesquieu, autant ce qui concerne les morceaux de Turner dans Poussin demeure mystérieux. Proust est demeuré parfaitement quoi? Donc c'est cette petite énigme que je voudrais essayer enfin de tirer au clair. Donc pourquoi ici Turner avec Poussin? Ça ne va pas de soi du tout. Que fait et que ne fait pas Proust? Tout d'abord, rappelons que Turner a été aussi important pour Proust que Poussin semble avoir peu compté. Kazuyoshi Yoshikawa a bien montré par quel biais Proust s'est familiarisé avec l'œuvre de Turner, autant qu'il lui était possible de le faire sans se rendre à Londres. Par la lecture des ouvrages de Ruskin, Modern Painters surtout, par des visites de la collection de l'homme d'affaires Camille Groult et en feuilletant des albums de gravure. Or, ce n'est certainement pas à Ruskin que Proust a emprunté ce rapprochement, ou plutôt qui a inspiré, c'est certainement pas Ruskin qui a inspiré ce rapprochement avec Poussin. Car si on estime que Proust a mal aimé et méconnu Poussin, Ruskin l'avait devancé et dépassé. C'est peu de dire en effet que Ruskin n'aime pas Poussin, pour lequel il n'a pas de mots assez durs. Poussin est un esprit avili, toutes ses particularités sans exception sont des faiblesses, tout ce qu'il a fait a été mieux fait par Titien, il n'a aucune sensibilité, etc., etc. Il lui reconnaît tout de même 2 belles toiles, l'Enfance de Jupiter conservée à Londres et le Triomphe de Flore, encore elle, mais certainement aucune influence significative sur Turner, son peintre de prédilection. Proust n'est donc pas inspiré par Ruskin, sauf à vouloir une fois de plus le contredire, et il ne fait pas non plus de l'histoire de l'art.
car l'histoire de l'art nous apprend en effet que Turner s'était posé assez rapidement en rival de Poussin. Après avoir vu et copié quelques toiles de Poussin chez des collectionneurs en Angleterre, il s'était rendu au Louvre en 1902, accompagné de l'essayiste William Hazlitt, qui laissera d'ailleurs un grand essai important sur le paysage poussinien. Visite au Louvre qui donna lieu à de nombreuses prises de notes, notamment sur le tableau Le Déluge. Dans ses conférences en tant que professeur de perspective à la Royal Academy, Turner fit l'éloge du déluge, mais il avait noté à son propos dans ses carnets que malgré le sublime de la couleur, selon lui, il y avait de l'absurdité dans les formes et dans la présentation des personnages. Et la toile qu'il exposait 3 ans après sa visite à Paris, sous le même titre, Le Déluge, avait donc clairement pour ambition d'éclipser un rival. Et selon la critique d'art, même la plus récente, Turner aurait en effet corrigé les faiblesses de la toile de Poussin, notamment en substituant à une composition censément essentiellement statique une composition dynamique. Mais là où l'historien de l'art est amené à souligner la rivalité de Turner à l'égard de Poussin, Proust table évidemment à l'inverse sur une rencontre, sur une reconnaissance, sur un moment de fraternisation de Turner avec son prédécesseur. Donc Proust ne refait pas le Turner de Ruskin, il ne se pose pas en historien d'art, et il ne fait pas non plus une histoire de la réception du public en général en tout cas, comme le fait Paul Desjardins dans un passage de son ouvrage de 1904 sur Poussin. La gloire romantique de Turner, écrivait Desjardins, qui avait d'abord animé Ruskin à démolir quelque peu le vieux paysage classique, a finalement rafraîchi Poussin. Quand on s'est délecté au Jardin des Hespérides de la National Gallery, on trouve au Polyphème de Saint-Pétersbourg des grâces plus fortes. Desjardins, contrairement à un historien d'art, ne s'intéressait pas à l'influence de Poussin sur Turner, mais à l'inverse, à l'influence involontaire de l'œuvre de Turner sur la perception par le public de celle de Poussin. Après Turner, grâce au romantique Turner, on regarde autrement le classique Poussin. Et ce n'est pas cette transformation permanente du regard porté sur les œuvres sous l'influence des œuvres nouvelles qui intéresse non plus Proust ici, bien que ce soit un sujet passionnant. Alors que fait-il ? À mon sens, l'essai, ou si l'on veut la tentative, consiste à affirmer une vision qui se veut objective, phénoménale, il y a, tout en proférant ce qui, pour le moindre amateur un peu attentif de Turner, déroute et paraît presque une provocation. Non pas parce que Turner s'est posé au début de sa carrière en rival de Poussin, mais parce que ce phénomène de réminiscence anticipée, si jamais Turner l'a éprouvé, s'il a éprouvé cette reconnaissance de son propre effort d'art devant un autre peintre, ce n'est pas devant Poussin, bien sûr, mais devant les œuvres d'un des contemporains de Poussin. D'ailleurs, son ami et son voisin à Rome, Claude Gelée, dit le Lorrain, ou Claude. Turner se sentait si redevable à Claude qu'il a sorti le legs de ses toiles à la National Gallery d'une exigence, à savoir que ces 2 toiles particulières de Claude et ces 2 toiles particulières de Louis Turner soient accrochées côte à côte. Donc, sur le clavier, si j'ose dire, Proust frappe la note juste à côté. Juste à côté de Poussin, il y a son voisin, son ami, Claude. Donc, Proust tape sur le clavier la note voisine de la note attendue. Donc, cette distance provoque, elle intrigue, elle incite à trouver donc ce qui aurait pu l'inciter à rapprocher aussi intensément Turner de celui dont, spontanément, on l'aurait plutôt écarté. Alors, est-ce qu'il chercherait simplement à surprendre, à imiter l'écart important qu'il y a entre Flaubert et Montesquieu, un écart important qui saute aux yeux, donc il fallait un écart aussi qui saute aux yeux. Est-ce qu'il chercherait à taquiner les nationalistes en inscrivant au nom du nom, à côté du nom du français qui incarne la peinture nationale, le summum de la peinture nationale, eh bien en inscrivant à côté de son nom si français le nom d'un étranger? Je ne crois pas. Je crois que ce rapprochement n'est pas un phénomène intellectuel, n'est pas un jeu intellectuel. Je crois qu'il s'ancre dans une expérience sensible que Proust a eue, une vraie expérience esthétique,
qu'on peut chercher à reconstituer parce que nous avons quelques indices. Le premier indice, c'est le suivant. Turner est avant tout un paysagiste. Et pour le narrateur, dans le cahier 46, et ça n'apparaît pas dans le texte, c'est pour ça que c'est intéressant, mais dans le cahier 46, où apparaît pour la première fois la conversation de la Raspelière avec Madame de Cambremer, Poussin est désigné comme le peintre des saisons. C'est cette magnifique série que vous trouvez au Louvre, les peintres, ces paysages des dernières années, dont le Déluge ou l'hiver, qui est le dernier et qui frappa tant Poussin. Et peut-être aussi finalement Proust. Rapprocher Proust de Turner, le peintre des saisons, ce serait donc rapprocher deux paysagistes. Cependant, contrairement à son ami Claude Lorrain et contrairement bien entendu à Turner, Poussin, à l'exception peut-être du Déluge, mais on hésite à l'appeler ainsi, Poussin n'a pas peint de marine. Poussin n'a pas peint de marine. C'est le peintre amoureux de la campagne, des environs de Rome. Donc, le ou les Turner que nous cherchons ne font pas partie des toiles qui ont inspiré les marines fictives d'Elstir, dont Yoshikawa a si bien montré les sources. Nous cherchons des paysages, mais nous ne cherchons pas des paysages marins de Turner, puisque Poussin n'a pas peint de paysages marins. Il faut donc chercher des Turner un peu atypiques. Or, dans un mini-essai sur la peinture de Gustave Moreau, mini-essai sur la peinture de Gustave Moreau qui est très bizarrement placé dans une note d'un cahier de Misonnette de Combray, ce qui fait, parenthèse, que si Calmette avait publié dans le Figaro en 1910 ce que voulait Proust, son contre Sainte-Beuve, il y aurait eu une note de bas de page dans Combray portant longuement sur Gustave Moreau. Donc, dans ce mini-essai sur la peinture de Gustave Moreau placé en note, Proust s'attarde sur les muses de Moreau qu'il a rapprochées des anges de Giotto à l'Arena de Padoue. Donc le contexte, c'est Giotto-Moreau, les anges de Giotto, les muses de Moreau. Et puis soudain, dans une parenthèse, il bifurque vers Turner. Et dans plus d'un de ces tableaux mythologiques de Moreau, l'immense paysage où la scène mythique, les héros fabuleux tiennent une place minuscule et sont comme perdus, est vu à une certaine heure, et entre parenthèses, de même que le sont Procris et Céphale, Ésaque et Hespérie, Jason, etc., dans les études de Turner qui ont leur nom pour titre. Alors, que sont ces études où les héros fabuleux donc, sont perdus, et comme perdus dans l'immense paysage? Alors, ces études proviennent d'un album de Turner appelé Liber Studiorum, le livre des études, ensemble de 71 gravures publiées entre 1807 et 1819. Procris et Céphale, voilà Procris et Céphale, et voilà Ésaque et Hespérie, sont toutes deux reproduites à peu de distance l'une de l'autre dans un volume de la Library Edition de Ruskin, que Proust possédait bien sûr, les Lectures on Landscape. Comme vous le voyez, ce sont des décors tout à fait champêtres, on pourrait dire des sortes de pastorales mythologiques. Reprenons les traits énumérés dans le cahier 10. Proust parle de scènes mythiques, d'immenses paysages où les héros fabuleux tiennent une place minuscule et sont comme perdus. Ce qui ne peut que retenir notre attention, car nombre de tableaux de Poussin présentent exactement ce type de composition. Or, ces tableaux, précisément, ne se trouvent pas au Louvre. Parmi ceux que Proust avait pu y admirer et qui s'en rapprocheraient le plus, on peut mentionner le paysage avec Diogène, qui est actuellement dans la même salle que les saisons. Dans la série des saisons, le printemps, dit aussi Adam et Ève, et l'automne, dit aussi le raisin de la terre promise, mais ce sont des sujets historiques ou bibliques et non mythologiques. Cependant, deux tableaux correspondant mieux à la description du cahier manuscrit sont reproduits dans le petit ouvrage de Desjardins. Il s'agit de Polyphème et d'Hercule vainqueur de Cacus, alors au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Ils ont frappé Desjardins, qui, dans une autre étude sur Poussin, celle qui est publiée dans la méthode des classiques la même année, les commente en des termes qui sont très intéressants pour nous parce qu'ils annoncent exactement ce dont Proust usera au sujet de Turner. Hercule tirant hors de la caverne le corps de Cacus n'est qu'un épisode perdu dans l'immense paysage, agrémenté de rochers, de nymphes, de bateaux, glissant sur un miroir d'étangs et d'arbres, plein d'un calme mystère.
un épisode perdu dans l'immense paysage. C'est exactement les termes que Proust reprendra. Cependant, l'air de famille entre nos gravures de Turner et ces poussins-là est plus intellectuel que sensible. Le décor champêtre des gravures de Ruskin n'a rien de montagneux. Disons que Proust aurait plus retenu de Desjardins en 1904 une atmosphère et surtout une formule qu'il déportera sur Gustave Moreau puis sur Turner. D'où l'intérêt pour nous, à ce point de la recherche, de la mention dans Sodome et Gomorrhe 2, justement quelques pages avant le passage qui nous intéresse, des poussins de Chantilly. Vous vous en souvenez, à la jeune Cambremer qui déclare que Poussin, c'est un vieux poncif sans talent, le héros réplique « Monsieur Degas assure qu'il ne connaît rien de plus beau que les poussins de Chantilly ». Or, cette affirmation se comprend mal. Si le nom de Degas est associé à celui de Poussin, c'est à cause de sa copie de l'enlèvement des Sabines, comme le sait bien Proust via Blanche. Et les spécialistes de Degas ne mentionnent aucun intérêt particulier de Degas pour les poussins de Chantilly. Le décalage, à nouveau, attire l'attention. Aujourd'hui encore, les poussins de Chantilly, sauf peut-être le massacre des Innocents, sont plus mal connus que ceux du Louvre, peut-être parce que le donateur du musée Condé de Chantilly, le duc d'Aumale, a refusé, comme vous le savez, tout près de ces collections. Elles n'ont pas été, l'accrochage n'a pas été changé et les collections ne bougent pas. Et par conséquent, ils n'ont été représents dans aucune des grandes rétrospectives poussins des 30 dernières années. Donc on les connaît mal. Proust, comme tout un chacun, n'aurait pu les voir, ces poussins-là, qu'en se rendant à Chantilly, comme le font si souvent dans le roman, d'ailleurs, le duc et la duchesse de Guermantes, qui vont passer leur week-end. Mais peut-être Proust en est-il justement l'occasion à l'invitation du duc d'Aumale lui-même, invitation dont, il est vrai, nous n'avons pas de trace, mais qui n'a rien d'invraisemblable, car Proust, jeune homme, a côtoyé le duc d'Aumale dans le salon de la princesse Mathilde. Il a écrit un salon sur la princesse Mathilde et il mentionne longuement le duc d'Aumale. Donc il l'a fréquenté avant la mort de ce dernier en 1897, le musée ayant ouvert au public l'année suivante. Proust avait également séjourné dans les environs de Chantilly en 1888 et 1889. Le catalogue de 1899 du musée Condé, un an après son ouverture, recense 9 toiles de Poussin. Aujourd'hui, sur ces 9, on ne lui en attribue plus que 5, qui sont accrochées dans la galerie de peinture, que vous voyez ici, qui n'a absolument pas changé. Donc là, vous voyez la rotonde au fond, et là, vous voyez depuis la rotonde la même galerie. Donc la plupart des poussins sont accrochés là, mais il y en a aussi dans une autre salle qu'on appelle la tribune. Alors parmi ces poussins accrochés à Chantilly figurent 3 paysages. Le paysage avec Numa Pompilius et la nymphe Égérie. Et vous voyez qu'il s'agit d'un cadrage en plan moyen où les figures n'ont rien de minuscule, elles ne sont absolument pas perdues dans le paysage. Il y a aussi le grand paysage, appelé aujourd'hui paysage à la femme qui se lave les pieds, qui d'ailleurs serait une copie, mais ce n'est pas une scène mythologique. Et enfin, paysage aux 2 nymphes. Alors ce paysage aux 2 nymphes, qui est donc, vous l'avez compris, le tableau qui m'intéresse, et que voici en situation à Chantilly, parce que bien sûr j'ai été faire mon pèlerinage idolâtre à Chantilly. Donc, c'est un tableau qui est très difficile à photographier parce qu'il est un peu trop haut pour qu'on soit... Il faudrait avoir un pied, etc., pour faire une bonne photographie. Donc, selon les spécialistes, ce tableau aurait été peint par Poussin en 1659, soit 6 ans avant sa mort. Et vous voyez qu'il s'agit bien d'une scène mythologique et champêtre où les personnages sont en effet un peu perdus, les 2 nymphes sont en effet un peu perdues dans l'immense paysage. Et donc, je propose de voir dans cette toile la réminiscence anticipée des 2 gravures de Turner qui ensemble presque un morceau, un détail. Sur la paperole manuscrite, on lisait « Il y a des morceaux de Turner dans le Poussin » que Proust avait corrigé en « Il y a un morceau de Turner enclavé dans l'œuvre de Poussin ». Mais le dactylographe n'a pas lu ce mot « enclavé »
Et Proust, ne s'étant pas reporté à son manuscrit, la leçon définitive omet l'épithète, ce qui est dommage, car outre qu'elle précisait sa vision en incrustant graphiquement les gravures de Turner dans la toile de Poussin, cette épithète enclavée fait écho à la poétique de la réminiscence, où le passé, justement, enchâssé, soudain remonte à la surface et redevient sensible. Ici, ce n'est plus le passé qui revient dans le présent, c'est le présent qui revient dans le passé. Comme celle de la réminiscence, l'expérience esthétique fait donc échapper à la chronologie. Elle fait accéder à une sorte de hors-temps, dans une sorte de mystérieuse simultanéité. Dans un des cahiers de Contre Sainte-Beuve, repris ensuite sous différentes formes dans un cahier du temps retrouvé, à savoir le cahier 26 et le cahier 57, Proust imagine que, je cite, « tous les peintres que Dieu fait travailler à peindre l'image de sa création, peignant chacun son morceau, peuvent ainsi travailler à un même ensemble qu'on peut imaginer si on rentoilait dans un même panneau tel fragment à tel autre. Ou bien les œuvres elles-mêmes pourraient être rentoilées ensemble comme les morceaux épars d'un même univers. Ou encore, voici que ton œuvre apparaît comme si semblable aux grandes œuvres des autres, que, toutes barrières individuelles tombées, il semble que, comme les morceaux indûment séparés d'une même peinture murale, on pourrait les rentoiler dans un même panneau. Tous les poètes ne semblent faire qu'un seul poète. » Pour essayer de corroborer cette hypothèse que les gravures de Turner et cette toile de Poussin seraient bien les morceaux épars d'un même univers, je reviendrai pour finir à la troisième gravure mentionnée par Proust dans le cahier 10. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait une troisième gravure qui s'appelle Jason. Jason faisait partie, comme Ésaque et Hespérie et Procris et Céphale, de l'ensemble gravé du Liber Studiorum de Turner. Mais contrairement aux deux autres gravures, Jason n'était pas reproduit dans la Library Edition. Donc on ne sait pas du tout où Proust l'a vu, seulement il paraît impossible qu'il la mentionne après les deux autres sans l'avoir à l'esprit. Et d'ailleurs, il connaissait un autre album de Turner plus tardif, les Rivers of France, qu'il consulta en 1904. Donc cette gravure est en effet très frappante, avec ces troncs d'arbres qui miment la gueule du dragon, et puis cette forme, ce serpent qui apparaît en partie très menaçant aux yeux de Jason. Alors il se trouve que cette gravure trouve aussi un écho dans notre paysage aux deux nymphes. Écho dans un détail qu'on ne distingue pas sur les reproductions, qu'on ne distingue pas à première vue dans le tableau. Il faut vraiment être devant pour le voir. Et là, voilà le tableau en situation à Chantilly. Donc même là, vous voyez, on ne voit pas grand-chose. Donc il faut vraiment se rapprocher du tableau pour le voir. Mais Proust l'a vu, car comme vous le voyez, il est tout à fait à hauteur d'homme. Donc voici le détail en question. Vous voyez cet énorme serpent qui dévore une proie et que contemplent très placidement les deux nymphes. Je trouve merveilleux cet air absolument tranquille qu'elles ont face à cette énorme bête en train de dévorer un petit animal. Et donc, il me semble que ce serpent fait écho au serpent monstrueux que contemple Jason avant d'en triompher. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça voudrait dire que Proust, en 1909, quand il rédige pour le Contre Sainte-Beuve, dans le cahier 10, la note sur les muses de Gustave Moreau, puis dérive sur les paysages mythologiques de Turner, est-ce que ça veut dire qu'alors, il aurait regroupé les trois gravures de Turner dans cette parenthèse en fonction du souvenir informulé, je n'ose pas dire inconscient, du paysage de Poussin admiré à Chantilly? Est-ce que c'était déjà là, en noyau? Une des raisons pour lesquelles Proust est passé à côté de Poussin a peut-être été la difficulté pour lui, parce qu'il ne l'a jamais vraiment contemplé, d'y reconnaître ce qu'il aime avant tout Proust dans l'œuvre d'un artiste, quel qu'il soit, peintre, musicien, écrivain, ce qu'il appelle ses phrases types, ses leitmotifs, ces thèmes obsédants qui reviennent, ce qu'il appelle des ressemblances dissimulées involontaires. Il n'a pas trouvé chez Poussin cette phrase type, ce leitmotiv.
Or, pour un spécialiste de Poussin comme Alain Méraud, le serpent occupe une place très obsédante dans l'œuvre de Poussin. Occupe une place de choix, dit-il, dans l'imaginaire du peintre. Alors, on dira que son omniprésence dans l'œuvre tient simplement au caractère biblique et mythologique des sujets traités. Voir au Louvre les 3 tableaux, Moïse changeant en serpent la verge d'Aaron, le paysage avec Orphée et Eurydice, qui est absolument sublime, où le serpent s'enfuit dans l'herbe au pied d'Eurydice, et la dernière toile inachevée, Apollon et Daphné, où le serpent Python est enroulé autour du tronc d'un arbre. Peut-être, mais on trouve aussi le serpent dans des toiles où sa présence n'est pas forcément attendue. Dans le Déluge, il n'y a pas de serpent dans le Jardin d'Éden de Poussin, mais il y en a un dans le Déluge. Dans le Déluge, il y en a même 2 des serpents. On trouve aussi des serpents dans des toiles à sujet profane, comme le paysage avec un homme effrayé par un serpent, et puis le très fameux et très impressionnant paysage avec un homme tué par un serpent, qui a été commenté par Fénelon et par Diderot, et qui est un tableau absolument qui laisse sans voix. Et on trouve encore ce serpent donc, dans ces toiles d'inspiration mythologique, mais qui ne se rattache à aucun texte identifiable, comme notre paysage aux 2 nymphes, où vraiment le serpent est là pour le plaisir de mettre un serpent. Donc Proust, tout de même, il aurait mis le doigt, par hasard et à son insu, sur un leitmotiv poussinien, lequel avait aussi frappé Turner, puisque Turner fit dans un carnet une petite copie, vous voyez, cette petite copie du paysage avec un homme tué par un serpent. La petite copie de Turner. Voici donc en quelques mots ce que j'aurais essayé de vous dire, que pendant ces années de formation, Proust ne s'est guère intéressé à Poussin, au Poussin poussiéreux du Louvre, où il a tout de même été frappé par la série des saisons, qu'il ne l'a mieux rencontré qu'à travers une visite au musée Condé de Chantilly, puis 2 livres de Paul Desjardins, qu'il a suivi d'un œil curieux et attentif, puis mis en scène les vicissitudes de sa réception parmi ses contemporains sensibles à leurs aveuglements nationalistes, jusqu'à ce qu'il transcrive dans un essai ramassé et presque intime, un éclair, une expérience de réminiscence provoquée par la rencontre inattendue entre une œuvre de Poussin aimée à Chantilly et un souvenir de Turner médiatisé par Ruskin. Cette déflagration esthétique non seulement néantisait toutes les prétentions du nationalisme artistique, mais l'amena, sans qu'il le sût, au cœur d'une des obsessions de Poussin. Peut-être n'ai-je voulu, au fond, que réconcilier Proust avec un immense peintre dont il serait trop insupportable qu'il ait absolument méconnu le génie sensible. J'aime à croire que dans ce dernier passage de la recherche se dissimule un secret. En effet, un mystérieux amateur d'Elstir habite une maison des Andelys. Certaines des œuvres les plus caractéristiques de ces diverses manières se trouvaient en province. Telle maison des Andelys, où était un de ses plus beaux paysages, m'apparaissait aussi précieuse, me donnait un aussi vif désir du voyage qu'un village chartrain dans la pierre meulière duquel est enchâssé un glorieux vitrail. Et vers le possesseur de ce chef-d'œuvre, vers cet homme qui, au fond de sa maison grossière, sur la grande rue, enfermé comme un astrologue, interrogeait un de ces miroirs du monde qui est un tableau d'Elstir, qu'il avait peut-être acheté plusieurs milliers de francs. Je me sentais portée par cette sympathie qui unit jusqu'au cœur, jusqu'au caractère de ceux qui pensent de la même façon que nous sur un sujet capital. Pourquoi les Andelys ? Les Andelys n'étaient-ce pas la ville natale de Nicolas Poussin ? Voilà, merci. Bien, merci Nathalie pour cette très belle enquête, suivie jusqu'au bout et qui nous éclaire, en tout cas sur cette, pour moi, sur cette page de Sodome et Gomorrhe, puisque je l'ai édité il y a longtemps, sur la réminiscence anticipée, le jeu entre Turner et Poussin et la façon de remettre à sa place la jeune marquise de Cambremer. Donc on voit bien le chemin que vous avez suivi
notamment en passant par Desjardins, par le livre de Desjardins, et en allant retrouver la trace de ces poussins de Chantilly. Tout ça est assez remarquable. Évidemment, vous avez signalé cette enclavée que nous n'avons pas eu le droit de restaurer. C'est en variante dans la... Comment ? C'est en variante dans la Pléiade. C'est en variante dans la Pléiade. C'est en variante, mais je n'ai pas eu le droit de le restaurer. Ça faisait l'objet de disputes. Lorsque j'ai eu une conversation récente avec Hugues Pradier, qui dirige maintenant la Pléiade, il m'a laissé entendre qu'aujourd'hui on pourrait le faire, on autoriserait ça dans la Pléiade, parce qu'il y avait dans la Pléiade l'interdiction de revenir sur tous ces mauvaises lectures de la dactylographie. C'est-à-dire que lorsque la dactylographie lorsque la ou le dactylographe, ne nous prononçons pas, ne lisait pas le mot de Proust et interprétait ou laissait un blanc, Proust en général ne revenait pas au manuscrit, ne collationnait pas. Il eût fallu une Gilberte collationnant les brochures ou les preuves et le manuscrit, ce que Proust ne faisait jamais. Donc, lorsqu'il y avait un blanc de la dactylographie, où il le remplaçait par autre chose, où il le laissait. Et comme les épreuves étaient revues par l'auteur, il n'était pas question de revenir sur une meilleure lecture qu'on pouvait trouver dans le manuscrit. Et c'est un des exemples effectivement, cet adjectif enclavé eût été bienvenu dans le texte. Le rapprochement... bon, donc l'idée même de la réminiscence anticipée entre Turner et Poussin, on peut la trouver chez Desjardins. Non, je ne pense pas, parce que Desjardins dit qu'on relit Poussin à la lumière de Turner, mais il ne dit pas que Turner est déjà... C'est quand même... Il y a le cran suivant. Oui, le cran suivant, parce que là, c'est vraiment de l'ordre de la... Il se place du point de vue de l'artiste, alors que Desjardins se place du point de vue du public. Il dit que Turner change la manière de regarder Desjardins. Change de manière de regarder Poussin. Oui, mais ce que dit Proust, c'est que Turner a éprouvé ce sentiment. En fait, il veut dire, moi, Proust, je fais comme si je savais ce que Turner avait éprouvé. Mais il se met à la place du créateur. La différence, c'est que Desjardins prend le point de vue du public. Mais Proust ne prend pas expressément le point de vue du créateur dans ses passages. Mais quand il affirme, il y a des morceaux de... Vous pensez qu'il moi, j'ai jamais interprété ça comme... Vous n'avez jamais pris ça? Ah non. Mais à cause de la phrase de... Il y a des morceaux de... Il y a des morceaux de... Une phrase de Flaubert dans Montesquieu. Oui. Comme, effectivement, Proust sait très bien que Flaubert a dit que cette phrase de Montesquieu, il l'admirait énormément. Oui. Du coup, par transitivité, oui, on applique, comme il ne l'a pas inventée et qu'il l'a prise dans la correspondance de Flaubert, ce qui d'ailleurs n'est pas souvent dit. Ça, c'est une chose que Yvan Leclerc a trouvée, qui se trouve dans un petit coin d'un article qu'il a écrit, et qui n'est pas tellement... Et du coup, il me semble qu'il y a, il y a un parallélisme entre la phrase construit un équilibre. Parce que si c'est seulement nous qui reconnaissons effectivement... Dans les autres passages sur la réminiscence anticipée, c'est comme ça qu'on peut les interpréter. Les autres passages que vous avez montrés... Ce sont les créateurs. Ce sont les créateurs. C'est Chardin qui se reconnaît, c'est Elstir qui se reconnaît en Chardin, c'est un nous qui est, moi, écrivant le contre Sainte-Beuve, qui me reconnaît dans Joubert et Emerson. Donc à chaque fois, c'est la position du créateur qui reconnaît chez un autre créateur un effort fraternel, le même effort. C'est cette idée qu'il y a le même essai, que l'essai comme tentative, c'est l'essai comme effort de tension vers que le créateur reconnaît comme identique chez un autre créateur et qui en quelque sorte le rassure
et le rat sirène, avec après cette idée extraordinaire qu'a Proust que tous les créateurs travaillent au même tableau, que c'est une énorme toile et que chacun fait qu'on peut rentoiler en un seul panneau toutes ses œuvres, qui est une vision très optimiste, enfin très, très belle et très optimiste de la création. Donc je pense vraiment que c'est le point de vue, du point de vue du créateur. Absolument. Oui. C'est pour ça que je pense que là, il y a une part c'est pour ça qu'il n'en a jamais pas. C'est pour ça qu'à mon avis, qu'il ne peut pas livrer le secret. Il ne peut pas justifier. Il n'a pas voulu expliquer. Il n'a pas voulu expliquer. Mais bon. Alors j'aurais voulu parler de tout ce. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des choses très belles sur Poussin, et notamment sur les Poussins de Chantilly, une autre fois. Et puis j'ai été assez frappée aussi que dans le regarder, écouter, lire de Claude Lévi-Strauss, il commence par un essai sur Poussin qui tout de suite parle de Proust, en comparant leur manière de travailler, c'est-à-dire une façon d'avoir un fond et de déplacer les figures, d'insister énormément sur la composition et de plaquer les figures sur le fond. Et je trouve que comparer Poussin est un grand constructeur, exactement comme Proust. C'est pour ça qu'on aurait aimé qu'il le rencontre plus, parce que c'est un écrivain, c'est un peintre incroyablement intellectuel et extrêmement sensible tout autant, mais c'était vraiment un compositeur, quelqu'un qui méditait tout, qui ne négligeait rien, comme il a dit. Donc c'est un constructeur comme Proust. Donc c'est vrai que le rapprochement est on a envie de le faire. On a vraiment envie de le faire, oui. On a vraiment envie qu'il ne soit pas passé à côté de Poussin. Même si la récupération nationaliste de Poussin à son époque devait effectivement l'exaspérer et l'insupporter et le détourner de suffire peut-être à le détourner de Poussin. Oui, alors la récupération, ce par quoi vous avez commencé, c'est la récupération nationaliste de l'art français classique autour de la guerre, quoi, qui est très affirmée dans les sondages d'immédiate après-guerre. Oui, et anticipée. Oui. Et même avant la guerre, parce que ça commence au tournant du XXe siècle. Oui. Je pense que ça a contribué à écarter Proust de Poussin, et c'est pour ça qu'il choisit Rembrandt, et c'est pour ça qu'il va vers des peintres étrangers. Oui, mais on peut dire que même dans sa jeunesse, quand il va au Louvre, il ne parle pas des salles, il ne parle pas de ces salles-là. Non, mais enfin, il a quand même écrit un essai sur Rembrandt. Donc il a quand même passé du temps dans les salles Rembrandt, mais la grande salle du XVIIe siècle, la grande salle Molien, là... Oui. Non, il n'en parle jamais. Il parle jamais. Non, il parle des Italiens, il parle des Rembrandt, mais jamais de cette peinture-là. Mais alors cette salle, comme dans l'article que m'a communiqué Jessica Desclos, donc cette salle Molien a été donc refaite après la guerre et ouverte. Elle a été divisée en travées, donc avec un accrochage bien meilleur. Et mais Proust n'a visiblement eu aucune envie de s'y rendre. Ça intéresse. Si mes souvenirs sont bons, il s'est rendu une fois au Louvre quand même après la guerre. Mais entre 1919 et la fin de 1920. Oui. Mais avant, je crois, avant la réouverture. Avant la réouverture de cette salle. C'est ça, oui. Et l'article de Vaudoyer ne l'a pas du tout donné envie de... Alors, ce qui est drôle, c'est que Vaudoyer, le grand-père de Vaudoyer, était l'architecte qui a fait le monument à Poussin à Rome. Et Vaudoyer a découvert ça à la mort de son père, et il a écrit, et il a publié les lettres de son grand-père au moment de l'érection de ce monument à Poussin. Et enfin, vous dites que difficulté à trouver chez Poussin l'équivalent d'une phrase type. C'est curieux parce que certains auteurs de l'époque de Proust, Desjardins en particulier, parlent de sa monotonie, de la monotonie de Poussin. Et aujourd'hui, on insiste plutôt sur l'extrême diversité de l'œuvre de Poussin. Mais je pense qu'effectivement, c'est un peintre... déjà, il y a clairement plusieurs périodes. Moment où il ne peut plus vraiment peindre ces figures très sculpturales parce qu'il tremble, etc. Mais alors, de toute façon, il n'a pas regardé les Poussins, Proust, donc il avait peu de chance de... Il n'a pas regardé. C'est des tableaux qu'il faut
Enfin, je pensais, en voyant vos images, à la facilité que nous avons à faire ces rapprochements aujourd'hui, alors que pour Proust, ou pour Desjardins, même quand Desjardins compare le Poussin de l'Ermitage et le Turner de Londres, la tête, c'est pour ça que j'ai pas montré j'ai laissé exprès les photographies mauvaises. On les rapproche là, mais on se rend compte de la difficulté qu'on avait de comparer un Poussin de Chantilly et une gravure de Turner. D'où l'importance de la visite à Chantilly, parce qu'à Chantilly, encore une fois, il y a un éclairage par le plafond, c'est à hauteur d'homme, c'est très bien. Enfin, Proust a vu des poussins là pour la première fois, il a pu en voir. En plus, certainement reçu par le duc d'Aumale, donc c'est autre chose que les salles sombres et poussiéreuses du Louvre. Donc c'est pour ça que cette visite, dont j'ai pas de preuves, j'ai pas de preuves. Tout ça, c'est malheureusement pas de preuves. Eh oui. J'essaye. Bon, écoutez, nous vous remercions pour cette très belle enquête sur les poussins de...